donner le dépliant pour que vous puissiez voir un peu nos différents produits. Abdoul Service International. Votre bonheur est notre satisfaction. Infoline 70 20 01 59, 70 20 02 59, 70 20 02 49, 25 38 03 11. Messieurs, dames, merci de votre fidélité à cette émission. Nous sommes ravis de vous retrouver tous les dimanches pour un regard rétrospectif sur l'actualité de la semaine écoulée. Pour les décryptages, plusieurs sujets nous intéressent au plan national. La marche dispersée de ce samedi, le bilan mensuel des opérations de sécurisation du territoire national dressé par l'armée, mais aussi les allégations de bavures relayées par certains médias étrangers. Nous parlerons aussi des sports avec la nomination d'un nouvel entraîneur des étalons seniors. Et à l'international, il sera question de l'exécutif ivoirien, désormais au grand complet, avec un nouveau gouvernement et un nouveau vice-président. Pour parler de tous ces sujets, je serai en compagnie de nos journalistes maison que vous connaissez très bien, Amadia Damasoro, Rachida Sadzongo et Stéphane Sanou. Également cette semaine, le grand retour de l'édito avec les directeurs de l'information, Soumaïla Rabo, qui invite les autorités de la transition à faire attention au piège de la répression des manifestants. Et enfin, vous le savez, nous sommes à l'orée de la saison pluvieuse. Les agriculteurs préparent leurs champs avec peut-être cette interrogation en tête. Y aura-t-il de la sémence, de l'engrais et autres matériels agricoles à suffisance cette année? Eh bien, pour tenter de répondre à cette interrogation, nous recevrons deux invités dans sa fête débat. Il s'agit de Inoussa Ouedraogo. Il est le PCA de la CAIMA, entendez par là, centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole, et Marc Gansoré, secrétaire général de la CPF, la Confédération paysanne du Faso. Avec nos deux invités, nous parlerons notamment du processus d'achat et de distribution des intrants et matériel agricole au Burkina Faso. Voilà pour le menu complet de 7 jours dans la savane. Messieurs, dames, merci de vous installer confortablement. Et nous débutons par cette actualité. Des organisations de la société civile burkinabé disent non à la coopération militaire avec la France. Ils ont marché samedi pour inviter les autorités burkinabé à se tourner vers des partenaires beaucoup plus fiables. Une marche dispersée à coups de gaz lacrymogène. Reportage de Daouda Yameogo et de Judikael Soubega. À bas la France, non à la force Barkhane, armée française dégage, oui la Russie, oui la Chine, pouvait-on lire sur les pancartes. Abdoulkader Kabouré, un marcheur, a martelé que les autorités doivent changer de partenaire militaire pour lutter contre le terrorisme. C'est pour demander à nos autorités de changer la coopération entre le Burkina et la France. On n'en veut plus. Voilà. Trop c'est trop. Voilà. Depuis 60 ans, depuis 1960, soi-disant indépendant. Est-ce qu'on est vraiment indépendant? Non. On n'est pas indépendant. Non. Le Burkina Faso ne peut pas se procurer des armes sans passer par la France. Pourquoi c'est comme ça? On en a marre, on n'en veut plus. Le Mali est un exemple. Il y a le ministre, le porte-parole qui dit que le Mali n'est pas le Burkina. Certes, mais le Mali a montré l'exemple. Et c'est le bon exemple que nous on veut. C'est ça. Nous on veut plus de la France. C'est pas les Français qu'on déteste. Non. On aime les Français. C'est la politique française qu'on veut plus. On en a marre. Pour les manifestants, le président Paul-Henri Damiba doit se décider comme le président malien Assimi Goïta et collaborer avec la Russie. On veut la Russie. On veut la Russie. On veut la Corée du Nord. La Corée du Nord. Il y a la Russie. On veut plus de la France. Parce que si la France était vraiment honnête, sincèrement, cette année,
c'est pas cette année, ça veut dire, au période où nous sommes actuellement, le Burkina n'allait pas subir ces genres d'attaques. On en a marre. On ne peut pas comprendre que le Burkina a une armée qui se dit vraiment armée républicaine et jusqu'à nos jours, le terroriste, il nous terrorise toujours. On ne peut plus comprendre ces genres de trucs. Donc on n'en veut plus. La France qui se dit puissance mondiale, qui fait partie de la puissance, pourquoi on ne peut pas comprendre que la France ne peut pas nous aider à exprimer ces terroristes? On ne peut pas comprendre. C'est lui le terroriste là. Ah, c'est la France qui est complice de ces terroristes. Selon les manifestants, si leurs doléances ne sont pas prises en compte, des mobilisations plus grandes seront organisées les jours à venir. Et pour le décryptage de cette actualité, c'est Rachid Assad Zongo qui vient de me rejoindre. Rachid, bienvenue. Merci Kambou, bonjour et bonjour à ceux qui nous suivent. Alors, une marche pour dire non à la coopération militaire avec la France et oui à la coopération militaire avec la Russie. Quelle est votre appréciation? Merci Kambou. Un sujet en tout cas que l'on dira a constitué l'une des actualités phares de la semaine écoulée, quand on sait que bien avant que la manifestation ait lieu, il y avait bien sûr d'autres voix qui se sont levés pour justement demander à ce que les initiateurs sursoivent à cette, on va dire, initiative. Et bien plus, on a pu voir qu'une note, voilà, du haut-commissaire en charge justement de l'expédition des affaires courantes de la commune de Ouagadougou avait justement interdit, on va dire, cette marche-meeting. Malgré, on va dire, cette interdiction, les initiateurs de cette marche-meeting le 23 avril dernier étaient justement dans la rue et il lui fallut que les forces de l'ordre sortent pour justement faire appliquer cette interdiction du haut-commissaire de la province du Kadiogo. On a pu constater ce que nous a confié, on va dire, notre reporter sur place, que les manifestants ont été justement dispersés à coups de gaz lacrymogènes à bien d'endroits, on va dire, du centre-ville de la capitale Ouagadougou. On a appris également à travers, on va dire, notre correspondant depuis Bobo Dioulasso, que Bobo Dioulasso est également connu, on va dire, à quelques endroits près, voilà, également quelques regroupements, voilà, qui également ont été, on va dire, dispersés par les forces de l'ordre. À Ouagadougou, pour revenir à ce qu'on a pu constater, en tout cas pour ce que nous a montré comme image notre reporter sur place, on a pu voir que beaucoup, en tout cas, des manifestants présents brandissaient des pancartes avec plusieurs inscriptions, mais surtout, ce qui ressortait, c'est, on va dire, le départ des forces, du moins de la force Barkhane, également, on va dire, la collaboration, ou sinon la coopération avec, bien sûr, la Russie. Ça semble, on peut dire, être intéressant dans la mesure où, pour ce qui est en tout cas de cette actualité, on ne devrait pas s'étonner. Parce que depuis fort longtemps, et ce n'est pas la première manifestation qu'on a pu voir, où pendant laquelle des manifestants demandent justement que le Burkina Faso révise sa collaboration militaire, son partenariat justement en matière militaire. Et ce qu'en tout cas on a pu avoir comme information, c'est que les manifestants en tout cas qui étaient dehors, on va dire le 23 avril dernier, demandaient et exigeaient d'une certaine manière que les autorités actuelles de la transition s'inspirent de l'expérience malienne. Et là-dessus, il ne faut pas s'étonner. Ces Burkinabés là qui étaient dans la rue, qui font partie de bon nombre de Burkinabés, se demandent comment cela se fait que la force Barkhane, qui est considérée pratiquement comme étant la plus grosse opération extérieure de la France au niveau du Sahel, qui regroupe pratiquement environ 5000 hommes, dont 2500 hommes du côté du Mali, n'arrive pas, avec même les forces armées locales, à, on va dire, bouter hors de ces pays-là, ou sinon hors du Sahel, le terrorisme. Voilà. Malgré cela, il y a toujours cette persistance-là. Aujourd'hui, ce qui se passe également au Mali donne leçon, ou sinon, en termes, on va dire, d'observation, fait poser un certain nombre de questions, on va dire, à certains Burkinabés. Je vais parler de ces manifestants-là, qui se disent que il suffit seulement de voir un peu que depuis que le Mali a décidé de renforcer son partenariat avec la Russie, elle semble, ou du moins le Mali semble en tout cas engranger
des résultats probants. En témoigne le fait que de plus en plus, on voit que pratiquement c'est la Russie qui aujourd'hui est devenue comme l'équipementier militaire première classe du Mali. Et oui. Et aujourd'hui encore, quand on parle de résultats sur le terrain, de plus en plus, on voit que les FAMA, pour parler des forces armées maliennes, engagent également des résultats probants. Donc, pour, on va dire, ces manifestants, c'est sûr qu'ils se disent que si ce partenariat militaire avec justement la force Barkhane n'arrive pas justement à donner les résultats que l'on souhaite, il faut tout simplement changer de partenaire. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une question d'impatience tout simplement? Parce qu'il faut le dire, au Mali également, la transition a eu une certaine durée avant que voilà, la coopération avec la Russie ne soit renforcée. Parce que comme on le dit, si vous n'avez pas encore pu attraper une autre branche, il ne faut pas laisser celle à laquelle vous êtes accroché. Dire que les populations burkinabées sont impatientes, je dirais que c'est fort peut-être de le dire, parce que quand on est sur le terrain et que l'on voit ce qui se passe, j'avoue que ce n'est guère reluisant. Ce n'est pas pour dire que nos forces armées ne font rien sur le terrain, bien au contraire, elles assurent en tout cas autant que faire se peut, et dans l'effort du possible, elles engagent en tout cas des résultats probants. Mais sur le terrain, on constate aussi qu'il y a une certaine, toujours recrudescence, on va dire, de l'insécurité. Et cela justement ne peut pas amener justement les populations, surtout celles qui sont directement victimes, à être patientes. Ouais. Voilà, de plus en plus, on constate qu'il y a des déplacés internes, de plus en plus, il y a des attaques. Pas plus tard que, on va dire, samedi, ou du moins dans la nuit de vendredi à samedi, vous avez dû apprendre justement l'attaque du commissariat de Solenzo, voilà, dans les Bawa. Et courant la semaine, c'était... Solenzo qui est coupé même des Dougou depuis un certain temps, parce qu'il est difficile de rejoindre, par exemple, des Dougou par la voie habituelle. Les gens sont obligés de trouver des voies de contournement pour pouvoir se rendre à Dédougou, qui est le chef-lieu de la région de la Boucle du Monde. Tout à fait. Solenzo qui est pratiquement, qui fait frontière au Mali également, dont nous parlons. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette situation-là, beaucoup, c'est sûr, se posent davantage de questions sur notamment ce qui se passe sur le terrain et que l'on se retrouve dans cette situation. Parce que les populations se disaient que avec maintenant les militaires eux-mêmes au pouvoir, les choses allaient aller plus vite, voilà, en termes d'accélération. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne se trouve pas dans une guerre classique, on se trouve dans une guerre asymétrique et que les méthodes ne peuvent pas être les mêmes. Donc là-dessus, il y a lieu, justement, on va dire, de faire une certaine relativité, un certain relativisme, quant bien sûr à l'impatience. Si aujourd'hui les populations sont impatientes, c'est logique et c'est légitime. Mais sur le terrain aussi, c'est sûr que si on doit poser la question aux autorités, elles n'ont totalement pas tort en termes de méthode, et qui fait qu'aujourd'hui, on sent, ou du moins on a l'impression qu'elles vont lentement. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui importe que l'on fasse, c'est que chaque Burkinabé, dans une certaine prise de responsabilité, agisse dans ce qui va permettre justement à la lutte contre, on va dire, le terrorisme. Pour ce qui est des partenariats, je pense que le dernier mot revient aussi, on va dire, surtout aux autorités. Si sur le terrain, on constate que nos partenaires ne nous aident pas à atteindre les objectifs justement que l'on souhaite, il faut justement revoir les choses. Et là-dessus, ça ne se discute pas. Merci bien. On attendra de voir comment ces alertes ou ces appels d'organisation de la société civile seront traités par les autorités de la transition au Burkina Faso. Merci pour les décryptages de cette actualité. Merci Kambou et bonne suite d'émission. Merci. Et dans la suite, l'armée burkinabé a publié cette semaine le 2e numéro du bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. Plusieurs actions offensives ont permis de neutraliser plus de 130 terroristes dans plusieurs régions du Burkina. Plusieurs missions d'escorte ont également permis de ravitailler en vivres et en marchandises plusieurs localités qui étaient coupées du Burkina, comme Djibo par exemple. Dans le même temps, certains médias étrangers relayent des allégations concernant ce qu'ils appellent massacre des civils. L'on en parle avec Amadé Adamasoro qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bienvenue Amadé Adamasoro. Bonjour Kambou, bonjour à toutes et à tous. Alors, après les forces armées maliennes, ce sont les forces armées burkinabées qui sont accusées de massacre des civils et c'est toujours par le même canal, RFI,
Absolument. Ici, ce n'est pas peut-être le canal de la diffusion de l'information qu'il faut voir en premier lieu. Comme on le dit, il ne faut pas regarder les doigts du moins qui montrent la Lune, mais la Lune. Mais c'est surtout en fait cette propension qu'ont les ONG, souvent occidentales, à chaque fois qu'il y a une opération militaire, notamment des pays du Sahel, en direction, n'est-ce pas, ou dans les zones où sévissent les groupes terroristes, on a souvent ces genres de réactions. En ce qui concerne le Burkina, ce n'est pas la première fois. Nous en avons parlé au temps de l'ancien régime, lorsqu'il y a eu en tout cas des actions donc, qui ont été menées par les forces de l'ordre et qui ont abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes. Nous avons vu des ONG, Human Rights Watch, etc., qui effectivement font état de forces communes, d'exactions commises par les forces de l'ordre. Or, ces différentes structures, ces différentes ONG sont muettes lorsque c'est des massacres, c'est des civils qui sont massacrés. Voilà. Lorsque c'est des militaires, c'est des soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme qui sont massacrés. Et souvent, on se pose la question, à quoi jouent ces différentes structures-là? Est-ce que ces structures qui sont bien sûr l'émanation de leur pays, avec lesquelles nous avons des traités, nous avons des conventions, nous avons donc des relations diplomatiques, est-ce que ces ONG prennent le pari, n'est-ce pas, ou font donc le jeu de ces groupes terroristes, ou ces ONG doivent en tout cas s'inscrire dans la logique d'appuyer les États africains qui sont des États partenaires de leur pays d'origine? Puisque je ne sais pas s'il y a des accords également qui lient ces différentes ONG aux groupes terroristes, ça va beaucoup m'étonner. Donc ici, c'est la posture souvent qui n'est pas compréhensible par les populations du Sahel. Ici, on a en face de deux situations. Il y a le point de vue des journalistes que je suis, qui est un point de vue qui doit être basé sur les faits factuels, même si après on peut faire un commentaire. Mais il y a aussi le point de vue des citoyens qui voient depuis un certain temps que son pays est en proie aux actes terroristes et que une très grande partie de ses concitoyens sont des déplacés internes, souffrent de beaucoup donc de difficultés à la fois liées n'est-ce pas, à l'alimentation, liées aussi à leur habitation. Il y a tous ces problèmes qui concernent effectivement ces populations. Et face à cela, les citoyens ne peuvent pas rester indifférents. Et le citoyen ne peut que soutenir toute action qui serait destinée à amoindrir donc, à atténuer les souffrances de ses concitoyens. Maintenant, pour les journalistes que je suis, ici, nous sommes en face d'informations. Nous ne sommes pas en mesure d'infirmer ou de confirmer ces informations. Pas plus que ces différentes ONG qui ne sont pas sur place à ma connaissance. Peut-être qui ont des relais sur place. Et vous savez que quand il y a une situation, chacun développe des éléments de narration qui lui sont favorables. Vous allez voir qu'il y a peut-être des entités qui vont dire que voilà, il y a eu des exactions contre telle population, contre tel parti, et par conséquent, il faudra qu'il y ait des mesures qui seront prises pour atténuer cela. Et je ne pense pas que toute personne raisonnable va applaudir ou encourager des exactions. Ce n'est pas tout à fait humain de s'en prendre donc aux innocents. Mais souvent, quand vous lisez les différents rapports qui sont produits par ces ONG-là, relayés bien sûr par des médias, vous avez parlé donc des RFI, et souvent on se pose des questions sur la nature même des faits. Voilà. Il dit des civils. Est-ce que les terroristes sont des militaires ou des civils? Lorsqu'un civil prend une arme, lorsqu'un civil attaque des camps militaires, est-ce qu'il est toujours un civil? Donc je pense qu'ici, il faudra essayer donc de faire la part des choses et de savoir qu'on ne communique pas
de façon innocente. Lorsqu'on fait une communication, c'est pour effectivement servir une cause. Et nous savons qu'actuellement, les pays du Sahel n'ont pas bonne presse au niveau des médias occidentaux, surtout avec l'exemple du Mali. Donc il faut tout faire pour décourager toute velléité qui tendrait à amener ces pays-là à surseoir à leur partenariat stratégique et traditionnel et se tourner vers de nouveaux horizons, notamment vers côté russe, etc. Donc ici, il faut prendre donc ces informations avec des pincettes parce que ça peut être une communication destinée à encourager, décourager du moins toute velléité d'indépendance stratégique, comme ça peut également refléter une certaine réalité dont l'ampleur n'est pas aussi criarde. Vous savez qu'aucun pays, aucune armée n'est exempt de bavure et d'exaction. Il y a eu un rapport même qui a accablé l'armée française au Mali lorsque un raid aérien a pris pour cible des personnes regroupées pour un mariage. Effectivement, il y a eu également d'autres enquêtes qui ont été menées en Centrafrique où il y a des soldats qui ont été épinglés pour une histoire de viol, etc. Donc, il n'y a aucune armée qui soit vraiment exempte de ces bavures-là, puisque ce sont des humains qui composent ces différentes armées-là. Maintenant, il faut savoir raison garder. Ce que nous pouvons peut-être demander, c'est qu'il y ait une sincérité beaucoup plus prononcée dans la lutte contre le terrorisme. Parce que jusqu'à présent, les gens ne sentent pas cette sincérité, vraiment cet engagement réel dans la lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas que quand il y a des avancées, une certaine accalmie donc consécutive à une opération militaire menée, alors qu'il y ait en tout cas ce genre d'informations qui peuvent être interprétées comme une tentative de démoraliser ou de décourager ceux qui donc se battent pour leur survie, ceux qui se battent pour leur intégrité, pour en un mot pour leur vie. Alors, dans ce genre de situation, quelle devrait être la réaction des autorités burkinabées? Je pense qu'il y a des canaux officiels de communication entre les États, même s'il n'appartient pas à un État de répondre à une ONG, puisqu'il n'y a pas le parallélisme de forme. Si ces accusations sont portées par un État, je pense qu'il y a des mécanismes plus appropriés pour effectivement traiter de ces questions-là. Voilà. Il ne s'agit pas donc de dire que ce que l'ONG a dit est faux ou vrai. Et il y a des mécanismes, je pense que dans toutes les armées, dans tous les pays, il y a des structures qui sont habilitées effectivement à enquêter sur ces différentes violations, si il y a des violations effectivement qui sont constatées, mais pas une ONG qui souvent même est muette sur certains pays et que c'est surtout sur les pays africains que ces ONG s'acharnent pour dire que voilà, il y a des bavures, il y a des exactions. Lorsqu'on sent qu'il y a une montée en puissance, où il y a en tout cas un effort considérable qui est fait pour sortir le pays de l'ornière. Merci à vous, Amadé Adamasoro, pour votre regard sur cette actualité. Merci. Et nous poursuivons avec cette fois l'actualité hors du Burkina Faso et notamment en Côte d'Ivoire où Thiemoko Meïle-Kone est nommé vice-président. Patrick Kachi, lui, a été reconduit à son poste de Premier ministre. Il a formé un gouvernement de 32 ministres, dont 7 femmes, plus de précisions avec Sadatou Bilgo, avant d'en parler juste après avec Amadé Adamasoro qui est toujours avec moi. Le nouveau gouvernement resserré compte 32 membres contre 41 pour le précédent gouvernement. L'on dénombre 7 femmes dans le gouvernement H2. De grandes figures de l'ancien gouvernement sont reconduites. Ainsi, Kandia Camara, une proche du président et pilier du parti au pouvoir, conserve son poste de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Téné Birahima Ouattara, l'influent frère du président, garde aussi le portefeuille stratégique de la Défense, toujours avec le titre de ministre d'État. Troisième ministre d'État dans l'ordre protocolaire,
Kobenan Kwasi Adjoumani reste à l'agriculture. Le général Vagono Diomandé, autre fidèle du chef de l'État, est reconduit à l'intérieur. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Kona Bertin, visé par une enquête après des accusations de viol en septembre 2021, est tout de même maintenu à son poste. Deux nouvelles personnalités font leur entrée dans la nouvelle équipe de Patrick Hachi, dont Françoise Remarque, patron du Canal Plus Côte d'Ivoire, nommé à la culture. Il faut aussi noter que les postes de secrétaire d'État du précédent gouvernement ont été supprimés et certains ministères ont fusionné. Alors, Amadé Soro, Alassane Ouattara a déjoué tous les pronostics apparemment. Absolument. Mais il est connu, vice-président, Patrick Hachi, reconduit. Absolument. Vous vous souvenez que dans notre dernière rencontre, dans le cadre de cette émission, nous avions estimé que si il devait maintenir donc Patrick Hachi, il allait immédiatement le reconduire, mais il a gardé donc le suspense. Mais peut-être nous n'avions pas allé, nous ne sommes pas allés très en profondeur avec l'analyse, puisque vous savez que dans la constitution ivoirienne, si vous n'êtes pas né de deux parents ivoiriens, vous ne pouvez pas prétendre à la magistrature suprême. Or, tout le monde sait que lorsqu'on désigne un vice-président, c'est pour bien sûr succéder au président en cas d'empêchement temporel ou définitif. Et il se trouve qu'avec Timoko Kone, qui a pratiquement le même parcours qu'Alassane Ouattara, même côté âge, il a 73 ans, si je ne me trompe pas, qui n'est pas un politicien. C'est un technocrate qui a passé donc l'essentiel de son temps au niveau donc des institutions financières, économiques, dont la dernière en date, la BCAO. Alors, pourquoi désigner Kone donc à la vice-présidence? Beaucoup d'observateurs, et j'en fais partie, estiment donc que c'est pour garder en ligne de mire les élections de 2025, tout à fait. Voilà. Et que Alassane, peut-être rattrapé par l'âge ou par la fatigue, pourrait être tenté soit de céder la place à son vice-président ou donc de continuer et préparer donc sa succession. Même si du côté de l'opposition, on se garde de considérer Kone comme un dauphin constitutionnel. Revenant donc à la question de la reconduction du Premier ministre, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un également, vous savez, il est issu du PDCI, il a donc n'a pas voulu faire, continuer le chemin avec Bédier, et qu'il a donc finalement accepté de suivre Alassane dans la nouvelle coalition RHDP. C'est quelqu'un qui est bien sûr a connu beaucoup donc dans sa carrière politique beaucoup de soubresauts, mais il est resté quand même constant puisqu'il a quand même appartenu à tous les gouvernements presque. Et c'est quelqu'un qui connaît les rouages administratifs et politiques. Vous savez qu'en politique, pour gagner les élections, il y a deux aspects. Il y a l'aspect financier qui est important, mais il y a également l'aspect connaissance des rouages administratifs. Et pour cela, Patrick Hachi est peut-être la figure la mieux indiquée pour éventuellement épauler donc la personne qui sera désignée comme successeur d'Alassane Ouattara. Si vous n'avez pas cédé l'évier, il est quand même difficile donc de faire une percée significative dans les jeux politiques. Alors Alassane avait promis de passer le pouvoir à une jeune génération. Et beaucoup s'attendaient à ce que celui qu'on prépare pour 2025 soit nommé à la vice-présidence. Maintenant que c'est Tiemoko Meïle Kone qui aura 76 ans en 2025, est-ce qu'il peut être le candidat du parti au pouvoir pour 2025? Et je pense qu'ils ont sauté la limite d'âge. Oui, pour le moment, il n'y a pas de limite d'âge. Et qu'Alassane aussi, aussi. Il y a des velléités que ce soit encore réintroduit dans la Constitution. Oui, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Tout à fait. Encore que constitutionnellement, Alassane peut toujours se présenter, non? Oui. Se représenter. Voilà. Donc, actuellement, nous pouvons dire que toutes les cartes sont ouvertes. Il y a la possibilité qu'Alassane se représente, même si c'est... Et là, il n'aura pas tenu promesse.
Absolument, mais ça ne sera pas sa première fois. Donc, et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est effectivement tout faire pour que Timoko Mele Kone soit le candidat donc des RHDP. Et là, ce ne sera pas une nouvelle génération. Ce ne sera pas une nouvelle génération non plus. C'est la même génération qu'Alassane Et la troisième et la dernière carte maintenant, c'est de voir dans la galaxie des bons donc, qui gravitent autour d'Alassane, qu'on puisse travailler à faire émerger donc une figure, je pense plutôt à Big Togo, parce que ça va beaucoup m'étonner qu'il y ait un candidat qui ne serait pas, ici désolé de le dire, de la même région donc de Kalassane, puisque le jeu africain... Il y a le fidèle Sarasoro, absolument, qui est directeur de cabinet. Tout à fait. Qui n'est pas plus proche par rapport à Big Togo, qui bien qu'influent dans le parti, bon, est un peu loin de la présidence pour l'instant. Oui, tout à fait. Mais vous savez qu'en politique, il y a ce qui se dessine, et ce qui se dessine, ce qui est donné à constater publiquement, et ce qui se tisse donc à l'ombre, n'est-ce pas, à l'abri des regards. Et il se trouve que Alassane actuellement a toutes les cartes en main, même si son âge et sa santé peut-être jouent en sa défaveur, mais il est toujours le maître du jeu politique ivoirien actuellement, à tel enseigne que certains disent que peut-être d'ici la fin de son mandat, on pourrait donc avoir une autre grosse surprise et il pourrait peut-être faire émerger alors une autre figure, parce que quand la question lui avait été posée, il avait dit qu'il avait une douzaine de candidatures et que toutes ces candidatures-là étaient quand même des candidatures de taille. Voilà. Donc, mais ce qui est considéré comme un fait avéré, c'est que donc la formation de ces gouvernements appelés gouvernements resserrés, puisqu'on a 32, 32 membres contre 41 dans le précédent. Alors donc ici, même si moi je trouve que quand on parle de la réduction du train de vie de l'État, ce n'est pas 7 ou 6 ministères en moins c'est pas cette réduction qui va être considérée comme un effort consenti dans ce domaine. Peut-être cela obéit à d'autres critères, mais ça laisse quand même un message fort de la rigueur budgétaire, de la rigueur donc dans la gestion des affaires publiques, et que donc, chemin faisant, nous pouvons donc dire que même si la promesse est de transmettre le flambeau à la nouvelle génération, à la jeunesse, n'est pas encore au rendez-vous, mais tout peut arriver. Et même côté Guillaume Soro, qui, il n'y a pas très longtemps, était dans le même camp qu'Alassane Dramane Ouattara, peut-être à la fin, il pourrait y avoir une main tendue. Et si toutefois il y a des garanties qui sont obtenues de part et d'autre pour que le flambeau du RHDP, pour qu'en tout cas ne puisse pas être transféré donc ailleurs. Et là, c'est encore une ouverture qui est constatée dans l'élan de nos politiques ivoiriens. En tout cas, les dernières nominations d'Alassane Ouattara ne permettent pas de pouvoir voir ou connaître à l'avance, en tout cas, s'il n'y a pas un grand changement, pour 2025, un gouvernement de 32 ministres désormais. J'ai encore en tête un titre d'un journal burkinabé, notamment aujourd'hui au Faso, qui a titré cette semaine « Un mammouth dégraissé pour un travail éléphantesque ». Absolument. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Et dans la suite, nous parlons des sports et plus précisément de football. Les étalons du Burkina Faso connaissent désormais leur entraîneur. Il s'agit de Hubert Velud, un Français de 62 ans, ancien entraîneur du Soudan et du Togo, mais aussi de plusieurs clubs africains, surtout du Maghreb. Un choix officialisé quelques jours après les tirages au sort des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023 qui place le Burkina Faso dans le groupe B en compagnie du Cap-Vert, du Togo et de l'Eswatini, ex-Swaziland. Nous en parlons avec Stéphane Sanou, qui est avec nous sur ce plateau. Stéphane, bonjour et bienvenue. Merci Kambou, bonjour à tous et à toutes. Alors, un nouvel entraîneur pour les étalons, Hubert Velud, un Français de 62 ans. Tout à fait. Quelle est votre appréciation? Mon appréciation, je pense que c'est comme l'appréciation nationale, de l'opinion nationale. Est-ce qu'on avait besoin d'une expertise internationale?
Bon, mais ça, on verra bien sûr ces résultats bientôt. On va lui accorder le bénéfice, pas du doute, mais le bénéfice des résultats. On va le voir à l'œuvre, comme on aime le dire. C'est au pied du mur qu'on connaît le vrai maçon. Alors donc, pour ajouter un peu à ce que vous avez dit concernant son palmarès, vous savez bien que c'est un entraîneur qui était très proche des Maghrébiens. Il a entraîné beaucoup de clubs maghrébiens. Il est passé aussi par l'Afrique centrale avec le TP Mazembe, où il a même eu une coupe CAF avec le TP Mazembe. Donc je crois que c'est le meilleur palmarès sur le territoire africain. C'est la seule coupe, et la super coupe aussi, avec quelques coupes nationales qu'il a eues. Et nous concernant, je crois que on lui demande de qualifier le Burkina Faso. Et à la prochaine CAN 2023, c'est l'objectif en Côte d'Ivoire de qualifier le Burkina Faso à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Bon, moi je vois que son palmarès vraiment n'est pas à notre niveau, parce que on n'est plus au niveau de vouloir qu'un entraîneur nous qualifie. Je pense que le Burkina Faso a dépassé ce niveau-là. Nous, on n'est plus au niveau de faut qualifier l'équipe. Pourquoi? Nous, on doit avoir un entraîneur qui doit nous amener, qui doit nous apporter la CAN au Burkina Faso. Moi, je crois que c'est l'objectif suprême qu'il faut toujours donner à un entraîneur à ce jour. Parce que les qualifications, je crois que le Burkina Faso n'est plus à ce niveau. On a dépassé ce niveau. Le niveau maintenant qu'on voudrait bien, c'est un entraîneur qui va propulser l'équipe, qui va propulser le Burkina Faso, qui va amener le Burkina Faso à avoir l'esprit de gain, à avoir l'esprit de la victoire, de normalement assuré dans cette poule-là. En tout cas, le Burkina Faso est sur le papier favori de ce groupe B. Alors, avant peut-être de parler des performances sur le rectangle vert, il faut aussi parler de la cohésion au sein de la fédération, qui est toujours, en tout cas d'actualité, cette guerre qui n'en finisse pas. Une assemblée générale extraordinaire prévue le 28 mai prochain. Est-ce que c'est une assemblée qui va nous sortir de la crise, enfin, selon vous? Quand on lit le communiqué, je crois qu'on parle d'assemblée de clarification. L'assemblée de clarification. Je profite ici vraiment appeler vraiment tous les acteurs du football et vraiment les responsables de la FBF au respect des textes et d'oublier certains agissements qui participent seulement à leurs intérêts et de penser plus intérêt supérieur du football national. Sinon, je crois que ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire pourrait aussi nous arriver. Et je ne crois pas qu'on voudrait arriver à cela. Et parlant de cela, il faut dire que les dissidents du comité exécutif ont d'ailleurs saisi la FIFA pour dénoncer la gestion de l'argent avancé. La FIFA n'a pas encore réagi, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Merci à vous. Merci à tous et à toutes. Et c'est d'ailleurs la fin des décryptages cette semaine. Place à l'édito tout de suite et maintenant. Et comme annoncé en introduction, l'édito est de retour cette semaine. Soumaïla Rabo nous est revenu après un mois de congé. Bonjour et bienvenue. Merci, Bonjour à toutes et à tous. Et dans l'édito cette semaine, vous dites à la transition de faire attention au piège de la répression des manifestants. Oui, vous savez, chaque fois qu'il y a la pression des manifestations de rue, les pouvoirs sont embarrassés. Laisser marcher ou interdire les manifestations de rue, surtout dans notre contexte où il y a en plus de l'insécurité, tout ce que vous savez des climats délétères liés aux déplacés internes, à la vie chère et j'en passe. Donc c'est une équation à résoudre. Mais il faut prendre les bonnes décisions pour que ça ne nous tombe pas là-dessus quand on est responsable politique. C'est pourquoi je pense que le pouvoir du président Damiba devrait prendre cette affaire-là vraiment au sérieux, surtout que maintenant il a un premier ministre et un gouvernement qui peuvent se mettre à la tâche. Je crois qu'il y a des choses à faire. L'équation à résoudre là, c'est quoi? Ça veut dire quand vous laissez marcher les gens pour
une ou mille autres raisons, si les causes qui sont défendues et les revendications qui sont faites là sont justes et légitimes, effectivement, au fur et à mesure, les marcheurs vont voir leur rang grossir au fil des semaines, au fil des mois de marche. Et nous avons l'expérience de ça. Au regard de ce qu'on a vécu en 2013-2014, avant l'insurrection populaire, ça a commencé petitement contre le Sénat, et puis après c'était contre la modification de l'article 37 de la Constitution, et puis après il s'en est suivi l'insurrection populaire. Donc il y a ça, le risque de laisser les gens marcher, de se présenter comme un vrai démocrate, et puis de voir que les rangs grossissent sur des revendications justes et légitimes, qui peuvent après faire basculer le rapport de force en faveur de la rue. Ou réprimer les manifestants et puis prendre les leaders comme ça, éventuellement aller jusqu'à des procès, les condamner à des peines de prison ferme ou avec sursis pour essayer de les emmurer. Et puis ça aussi, ça peut avoir l'effet, la conséquence de grossir, non pas le renforcement des manifestants, mais la liste des revendications. Parce que si vous prenez des gens qui sont éventuellement des leaders, les autres vont réclamer, en plus de ce qu'ils réclamaient avant, et je vais revenir là-dessus, que la Russie vienne, que la Corée du Nord même vienne, que la Chine vienne, voilà. En plus de ces revendications-là de diversification des partenariats militaires, on va demander la libération des détenus. On peut dire même que ce sont des détenus politiques. On va demander la garantie des libertés publiques et de manifestations citoyennes, de prise de parole en public, les libertés syndicales. Ça va allonger la liste des revendications et ça va encore faire un autre problème. Et c'est pourquoi l'équation n'est pas facile à résoudre, mais à partir du moment où vous êtes une autorité qui avait la lecture, une vue globale sur la gestion et la vie du pays, vous pouvez prendre les bonnes décisions. En tout cas, beaucoup plus que le citoyen ordinaire et le journaliste qui n'a pas forcément toutes les informations, y compris des renseignements. Mais le mieux, c'est d'éviter la répression des manifestants et des manifestations parce que le piège est grand là-bas. De donner une mauvaise image au pouvoir et de donner l'impression que vous avez peur des revendications qui sont posées. Alors qu'en l'espèce, ceux qui font du bruit depuis un bout de temps, j'ai dit bruit en griffe parce que il y a de la clarté dans leurs demandes, mais c'est pas documenté. Voilà, ils disent que le partenariat avec la France ne produit pas les effets escomptés, mais que le partenariat avec la Russie, dans la récente manifestation, ils ont ajouté éventuellement avec la Chine, avec la Corée du Nord. Je ne sais pas s'ils ont parlé de la Turquie, alors qu'avec la Turquie, on a déjà ficelé depuis le président Roch et c'est signé, peut produire des effets plus probants. Peut-être qu'ils regardent un peu ce qui se passe au Mali. Bon, encore faut-il qu'il y ait des éléments qui permettent de tirer ces conclusions. Ça, ces organisations de la société civile, dont certaines sont connues, d'autres pas là, ne documentent pas suffisamment pour pouvoir tenir dans des débats publics, pour pouvoir convaincre les autres même de les rejoindre, ceux qui sont sceptiques sur la gestion actuelle de notre sécurité, etc. etc. Vous voyez? Et donc, le problème aurait pu être posé donc autrement, à partir du moment où les revendications là sont plus ou moins connues. Le pouvoir peut procéder par le dialogue. Surtout que le pouvoir aujourd'hui, clairement, a fait l'option du dialogue avec les combattants qui sont susceptibles de revenir à la maison, comme le ministre d'État Yeroboli a dit. C'est encore plus simple si vous pouvez dialoguer avec des terroristes ou en tout cas des gens qu'on pourrait présenter comme tels. C'est beaucoup plus simple pas de négocier, mais de dialoguer avec vos compatriotes qui sont à Ouaga, qui vivent avec vous, qui n'ont pas pris des armes, qui vous disent qu'ils veulent seulement la Russie. On peut parler avec eux. On peut les asseoir et puis dire, argumenter. Et puis nous aussi dire, nous sommes au pouvoir, voici les éléments que nous avons par rapport à la gestion de la sécurité. On ne peut pas leur donner les secrets d'État, les secrets militaires et puis non stratégiques. Non, mais on peut leur expliquer ce qui fait que les décisions avancent progressivement. Et le ministre Yeroboli l'a dit un peu en ces termes-là. Voilà, mais ça c'était pour le grand public, pas pour des leaders d'opinion qui gèrent des associations, des OSC, des activistes, etc. Donc il y a une autre démarche de dialogue et de pacification qui doit être faite avec ces manifestants de Bobo, de Ouaga, de Dori, de Oïdia, voilà, qui sont convaincus que c'est la Russie qui va nous sauver. Parce que dans tous les cas, il n'y a aucun pays dans ce monde-là qui va sauver le Burkina Faso. C'est le Burkina Faso, ses enfants qui doivent
se sauver eux-mêmes. Je vous le disais en introduction, nous sommes à l'orée de la saison pluvieuse. Les agriculteurs préparent leurs champs avec peut-être cette interrogation en tête. Y aura-t-il de la sémence, des intrants et autres matériels agricoles à suffisance cette année? Et c'est à cette interrogation que nous tentons d'apporter des réponses avec deux invités sur ce plateau. Marc Gansonré, secrétaire général de la Confédération paysanne du Faso, et Inoussa Ouedraogo, président du conseil d'administration de la CAIMA, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. Messieurs, bienvenue sur le plateau de 7 jours dans la savane. Merci, M. Kambou. Merci, M. Kambou. Alors, je commence par vous, Marc Gansonré. Je l'ai déjà dit, nous sommes à l'orée de la saison pluvieuse. Est-ce que la campagne agricole humide se prépare bien? Merci. Je profite de cette occasion encore une fois de plus pour dire merci à Savane TV qui donne l'opportunité à la Confédération paysanne du Faso de donner un certain nombre d'informations relatives à la production agricole et de contribuer à apporter des éléments de réponse, d'information en ce qui concerne les multiples services qui doivent être rendus à la profession agricole. Alors, la Confédération paysanne du Faso n'est plus à présenter. C'est une organisation vraiment qui regroupe 15 organisations d'envergure nationale avec un membership de 2 500 000 personnes, individus, hommes comme femmes, et qui, de par sa mission, doit représenter la profession agricole et faire le plaidoyer afin que les besoins des exploitations familiales et pour l'agriculture en général soient bien écoutés par les décideurs politiques et leurs partenaires. Alors, nous sommes au début d'une campagne agricole 2022-2023. Vous n'êtes pas aussi sans savoir, il faut vous le rappeler, que la campagne précédente 2021-2022 n'a pas été facile. Et cette année, nous sommes à l'orée du début de la campagne qui s'est même rapprochée. Quand vous constatez, on a déjà eu plusieurs pluies qui annoncent en tout cas l'installation de la campagne agricole. Et aujourd'hui, tout agriculteur qu'il soit est en train de s'affairer dans la préparation des champs, la mobilisation des intrants, ça veut dire les semences, les engrais, et aussi préparer le matériel pour affronter la saison. Dans d'autres endroits, quand vous prenez le Grand Ouest, quand vous prenez le Sud, ce sont des zones déjà qui ont commencé, il y a certains même ont emblavé déjà certaines spéculations telles que l'arachide, préparer les yams. Alors, il y a un ensemble, en tout cas, d'activités de préparation de la campagne qui a déjà commencé. Et ça se passe donc bien. Alors, et vous espérez certainement l'accompagnement de la CAIMA, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. Monsieur Ouedraogo, vous en êtes le président du conseil d'administration. Présentez-nous un peu cette structure, parce que je ne suis pas sûr que le paysan qui nous suit depuis mort là-bas connaissent cette structure qu'est la CAIMA. Merci bien, M. Kambou. Merci donc à Savane TV pour nous avoir donné cette opportunité, de nous avoir invités pour parler un peu de la centrale d'approvisionnement et de parler un peu des questions liées au monde agricole et en approvisionnement des intrants tout court. Donc, je suis Inoussa Ouedraogo, comme vous l'avez dit, je suis président de l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina et à ce titre également président du conseil d'administration de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. Alors, la CAIMA est une structure qui a été mise en place par les acteurs avec l'accompagnement de l'État parce que c'est une structure associative atypique soit-il, mais c'est une structure qui a été effectivement créée suite à un plaidoyer des acteurs du monde rural depuis près d'une décennie où ils ont posé clairement la problématique liée
à l'approvisionnement en intrants, en matériel agricole de qualité. Donc c'est ce qui a poussé progressivement, en tout cas les décideurs et les acteurs aussi, à réfléchir quel type de mécanisme il faudra-t-il mettre en place pour pouvoir assurer cet approvisionnement. C'est ainsi que la centrale a commencé à naître de ses centres depuis un certain temps et qui a muté progressivement, a pris plusieurs formes pour aboutir finalement à la forme associative avec une prédominance du secteur privé pour permettre en tout cas d'imprimer cette vision qui est donc de permettre à la centrale d'avoir un peu toute la possibilité de faire cet approvisionnement-là. Donc, à ce titre, la centrale est composée donc de 7 collèges dans lesquels vous avez pratiquement toutes les structures qui interviennent dans le cadre du monde rural, c'est-à-dire que l'ensemble de la profession agricole qui représente les producteurs, à savoir la Confédération paysanne du Faso, la Chambre nationale d'agriculture, mais nous avons également des acteurs tels que Agrodia, tels que Cosima, qui sont les distributeurs d'intrants agricoles. Vous avez les sémenciers, vous avez la Chambre des métiers, vous avez également ceux qui produisent les engrais spécifiques et écologiques, vous avez également les banques et microfinances, etc. Donc nous avons jusqu'à 9 membres du conseil d'administration, plus les publics, qui donc sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, mais nous avons également 5 autres ministères qui sont en tout cas membres du conseil d'administration, à savoir le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, le ministère des Ressources animales également, qui font partie en tout cas et le ministère du Commerce, sans oublier Minefit qui fait partie donc du conseil d'administration. Donc c'est une organisation qui a été mise en place en prenant en compte tous les différents acteurs qui peuvent intervenir dans ce cadre de l'approvisionnement du monde rural pour des objectifs. Comment faire pour approvisionner, mais comment faire aussi pour prendre en compte les intérêts des différents acteurs qui sont là-dedans. C'est en ce sens qu'on a voulu impliquer tout le monde. C'est en ce sens que cette forme a été donnée pour permettre aux acteurs de s'exprimer, mais pour permettre également au monde rural donc, d'avoir ces intrants. Voilà, donc la structure a été mise en place depuis juin 2020. Voilà. Depuis juin 2020, et comme vous l'avez dit, c'est une structure sous forme d'association. Si l'on comprend bien, c'est comme si les acteurs du monde agricole se sont organisés pour voir comment ils peuvent importer facilement les intrants et matériels agricoles, et pour cela ils ont été donc accompagnés par l'État pour arriver à la mise en place de cette structure, donc à laquelle l'État participe également. Oui, en fait, c'est ça. Il faut dire que c'était comme je disais au début, une volonté des acteurs quand même de pouvoir répondre à cette problématique. Mais ça a été imprimé par l'État, hein, comme je l'ai dit. Voilà, donc c'est la forme qu'ils ont mis pour pouvoir permettre aux acteurs d'avoir une certaine indépendance. Parce que si c'était l'État forcément qui se mettait à l'avant pour faire ça, ça allait être un peu difficile parce que les intérêts des différents acteurs risquent d'être à un moment donné brimés. C'est pour cela que, bon, on a voulu quand même cette forme pour permettre à tous les acteurs de s'exprimer là-dedans, mais avec une forte impulsion donc, de l'État, d'autant plus que ça répond aux attentes et aux objectifs fixés en tout cas dans le PNDS qui dans son axe 3 qui permet en tout cas de faciliter l'acquisition de tous ces matériels agricoles. Donc c'est pour répondre à une vision aussi bien politique mais de répondre également aux attentes des différents acteurs. Donc la Caïman n'est pas une structure publique à part entière. Non, elle n'est pas publique. Elle n'est pas publique. Ce n'est pas totalement privé parce que l'État y participe. Bien entendu. Est-ce que cette forme d'organisation répond aux attentes du monde paysan, Marc Gansonré, d'abord de l'organisation? Je crois que suite à ce long plaidoyer, donc le PCA vous a parlé, comment est-ce que nous sommes arrivés à une organisation de type associatif? Travailler aujourd'hui sans le ministère, les engrais, les semences, c'est même à partir de 2008, hein, c'est pas très loin que ça a commencé, effectivement la question de la subvention, mais l'accompagnement de l'État est un peu plus loin que ça. Depuis les ORD, l'État mettait avec ses partenaires une certaine quantité à la disposition des producteurs pour ça. Mais aujourd'hui, voyez-vous,
on peut se féliciter quand même qu'au Burkina Faso, d'abord nous avions dans l'environnement la centrale est en train de faire venir dans... Même si on ne peut pas mettre à la disposition de ces producteurs de l'agriculture burkinabé, 2023, la Caïman doit combler entièrement le besoin en NPK et urée des producteurs burkinabés sur l'ensemble du territoire national. Pour le ministre Innocent Kiba, il faut mettre à la disposition des producteurs dans de meilleurs délais des intrants de qualité et en quantité. Il y a 1 ou 2 semaines que cette opération a commencé. PCA de la Caïman, moi je suis paysan à Morlaba. Je viens de regarder à la télé qu'il y a au moins 300 000 tonnes d'engrais qui seront importés, 15 000 déjà disponibles à Ouagadougou. Et je suis en train de préparer mon champ. Comment est-ce que je fais pour me procurer cet engrais-là? Ok, merci bien. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de distribution de cet engrais. D'abord, il y a les mécanismes ordinaires de subvention de l'État que l'État met à disposition par rapport à d'autres mécanismes tels que Ivochet ou autres mécanismes pour l'approvisionnement des engrais. À notre niveau, je pense qu'il faut se dire que le mécanisme sera défini les jours à venir, mais toujours est-il que les producteurs, nous, actuellement, la Caïman ne travaille pas avec des producteurs pris de façon isolée et individuelle. Donc, c'est surtout les organisations des producteurs qui viennent ensemble faire... Soit à la Sonapos ou à ceux qui ont la possibilité d'avoir les banques avec lesquelles la Caïman travaille, on verse, on vient avec le reçu, on enlève. Alors, mais ça se trouve qu'aujourd'hui, on peut avoir des producteurs individuels qui en ont besoin. Mais vous savez, quand vous travaillez avec le dispositif d'une autre structure, à un certain moment donné, il ne faut pas alourdir l'activité parce que ça peut causer un problème. Si vous venez pour un besoin d'un sac, 2 sacs, à la limite, c'est quand même un peu gênant. Mais si une personne peut avoir 2, 3 personnes qui viennent, veut prendre, par exemple, 2 tonnes, 3 tonnes, mais c'est ouvert. C'est pas fermé puisque c'est pour tout producteur. Même tout si le monde n'est pas une dans association, mais une association formalisée. Voilà. Même si tu n'es pas formalisé, regroupé voilà, et vous allez vous y acheter. C'est comme ça que nous avons fait l'an passé. Ça, on n'a pas eu assez